décryptage, messieurs et dames, après un long moment de trêve lié à différentes contraintes, nous sommes là pour redémarrer avec votre émission de traitement de questions d'actualité, de questions de l'heure qui concernent la nation en général, mais aussi les provinces. Et pour le compte de ce soir, nous allons traiter de la question en rapport avec la candidature idéale du gouverneur et la candidature idéale du vice-gouverneur, mais pour la province du Haut-Katanga, parce que vous le savez, l'élection des gouverneurs, des vice-gouverneurs et des sénateurs pointe à l'horizon. C'est en avril prochain que ces élections vont se tenir. Alors, les candidats au poste de gouverneur et vice-gouverneur notamment sont en train de déposer leur candidature. Vous le savez, la clôture de cette opération a été prévue par la commission électorale nationale indépendante pour le 16 février dernier. Cette commission électorale nationale indépendante a eu à reporter la clôture de l'opération dépôt de candidature pour le 1er mars 2024. Et il y a eu encore un autre report. La clôture devrait avoir lieu conformément à ce que la CENI a eu à dire au travers de son communiqué. La clôture devrait intervenir le 8 mars 2024. Alors, nous parlons de gouverneurs et de vice-gouverneurs pour la province du Haut-Katanga en particulier, pas pour toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Alors, la question c'est: quel est le candidat idéal ou quel est le profil du candidat idéal pour diriger la province du Haut-Katanga au gouvernorat de province? Et donc, vous le savez, différentes personnalités politiques ont eu à déposer leur candidature. Il y en a qui sont d'Ensemble pour la République et d'autres de l'UDPS. Et pour le candidat gouverneur de l'UDPS et candidat vice-gouverneur de l'UDPS, nous avons de l'Union Sacrée, pardon, nous avons Jacques Kiabula Katoué qui est candidat à sa propre succession et l'actuel maire de la ville, Kazembe Choula, qui est candidat vice-gouverneur. Ces sont là, ça constitue le ticket qui a été présenté par l'Union Sacrée de la Nation, et il y a d'autres candidatures qui ont été enregistrées par la Commission électorale nationale indépendante antenne du Haut-Katanga. Alors, je vous ai donné la question. Il s'agit de celle-là. Quel est le candidat idéal? Quelle est la personne habilitée à diriger la province du Haut-Katanga pour le prochain quinquennat? Vous le savez, la province a été dirigée par le gouverneur Jacques Kiabula Katoué depuis 2019. Et maintenant, nous devons avoir un autre gouverneur. Et est-ce que c'est toujours le gouverneur Jacques Kiabula qui va continuer, qui va avoir un autre mandat, ou il faudrait mettre quelqu'un d'autre? Et ce quelqu'un d'autre, c'est quoi son profil? Quelles sont les caractéristiques? Quelles sont les qualités que doivent avoir ces candidats, gouverneurs et vice-gouverneurs pour la province du Haut-Katanga? Il y a une autre question, messieurs et dames. C'est sur les priorités. Évidemment, vous connaissez que la province du Haut-Katanga a beaucoup de problèmes sur le plan social, sur le plan économique aussi, mais on peut dire également sur le plan politique. Alors, sur le plan social, la population a beaucoup de besoins, la province a des choses qui demandent à être faites ou refaites. Alors, quelles sont les priorités pour ce nouveau quinquennat, pour le gouverneur qui va être installé à la tête de la province du Haut-Katanga pour traiter de cette question qui relève de la politique? Nous sommes avec deux professionnels du domaine de la presse, deux personnalités qui œuvrent dans le domaine de la communication des masses, c'est-à-dire deux journalistes. Le premier, c'est monsieur. Il est journaliste. Je vais les saluer pour vous et le recevoir. Monsieur Lambert Youma, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci également à vous d'avoir répondu à l'invitation. Ça fait quand même longtemps, non? Les téléspectateurs vous ont beaucoup cherché, les auditeurs. Vous êtes là. La seconde personnalité du domaine de la presse, c'est quelqu'un que vous connaissez. Il est journaliste aussi. C'est monsieur Alain François Tshiswaka. Alain François Tshiswaka, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir Lorraine Ilunga, également bonsoir à mon aîné Lambert Yoma, dont ce soir je me sens honoré de partager encore une fois avec lui ce plateau. C'est pas la première fois de vous retrouver à deux. Hein? C'est, je dirais, la crème des crèmes. C'est toujours une joie pour vous. Bonsoir, merci. Voilà, c'est avec eux, M. Lambert Yoma, M. Alain-François Tshiswaka, que nous allons traiter de cette question d'actualité, le candidat gouverneur et le candidat vice-gouverneur pour la province du Haut-Katanga, le candidat idéal pour la province du Haut-Katanga. Alors, d'entrée de jeu, je vais commencer avec M. Alain-François Tshiswaka. La toute première question, M. Alain, comment trouvez-vous ce déroulement de l'opération de dépôt de candidature à la CENI au Katanga, l'antenne du Haut-Katanga, dépôt de candidature, les personnes qui y vont pour déposer, qui y sont allées pour déposer leur candidature? Est-ce que vous sentez qu'il y a ce souci de travailler pour la population, ou il y a plutôt un souci de gagner de l'argent qui conduit ceux qui sont en train de se rendre, au regard de ce que vous avez constaté? Déjà d'entrée des jeux, je dirais que tout ce processus se déroule au rythme de la CENI. Nous tous ne maîtrisons pas très bien. Ça, c'est tout à fait vrai. Moi, personnellement, ce qui se passe avec la CENI, je ne maîtrise rien, en tout cas, dans quel sens. C'est des choses parfois qu'on ne respecte pas, des calendriers qui, aujourd'hui, on programme autre chose, le lendemain, on change. Et c'est pourquoi je dis, tout s'est fait au rythme de la CENI à un moment donné. Donc, vous ne pouvez même pas établir un calendrier correct. Vous dire, là, vous faites allusion à ce report par 2 fois. Et voilà. Et ce n'est pas seulement pour la procédure de dépôt des candidatures de gouverneurs et sénateurs. On l'a vu lors du processus électoral des élections du 20 décembre. Tout le long du processus, on a assisté toujours à ce genre de trucs. C'est pourquoi je dis, on y va au rythme de la CENI, où vous ne pouvez pas établir un calendrier avec précision, vous dire en telle date je vais faire ceci ou cela, parce que demain, après-demain, ça va changer. Déjà, c'est la première des choses que j'ai dû remarquer, ce rythme qui n'est pas déjà correct. Ça, c'est d'accord. Des deux, pour le dépôt des candidatures, on comprend tout simplement, nous allons au rythme des calculs politiciens. Et à un moment donné, certains peuvent même accuser la CENI de suivre les rythmes de politiciens. Parce qu'il y a ceux qui ne sont pas prêts dans leur plateforme. Et ils disent à la CENI patienter. Voilà, patienter, qu'on fasse un peu de tractation par-ci, par-là. Et lorsque bon, la CENI a parlé des contraintes d'ordre financier. Ces contraintes-là, madame, vous savez, parfois on se pose des questions. Comment vous pouvez vous lancer dans un truc où vous ne savez pas les tenants et les aboutissants? Comment vous pouvez lancer une opération dont vous n'avez pas un plan d'action? Comment pouvez-vous lancer une opération dont vous n'avez pas les financements comme il se doit? Donc ça, vous y allez au risque et péril. C'est comme un chauffeur qui va quitter d'un village à un autre, mais il oublie de prendre ne fût-ce quand même de l'eau, un peu de farine, pour se dire peut-être j'aurai une contrainte, je pourrais préparer un petit foufou. Il dit ben, je vais arriver à Lubumbashi, c'est rien. Donc pour clôturer mon mot, je dirais tout simplement qu'aujourd'hui, on est à la congolaise. Donc, cette procédure, on est à la congolaise, les calculs politiciens tirent les ficelles, la CENI, elle est telle qu'elle est, c'est pas à la solde de qui. Moi, je n'ai pas de précision là-dessus, mais en fait, c'est compliqué de suivre les rythmes d'une manière correcte. Monsieur Lambert Yoma, comment vous voyez ce déroulement de l'opération de dépôt de candidature et même les candidats qui vont à la CENI pour déposer leur candidature? Je parle évidemment du poste de gouverneur et de vice-gouverneur, et je parle principalement de la province du Haut-Katanga. Merci Lorraine. Je crois que pour aborder cette question, il va falloir qu'on revienne en arrière, pour voir un peu qu'est-ce qui a prévalu avant, qu'est-ce qui a précédé pour qu'on en arrive là. En fait, de manière générale, la République démocratique du Congo, notre pays, souffre d'une grande maladie. Une grande maladie qui n'a pas commencé aujourd'hui, qui hélas est en train de s'enraciner davantage.
nous avons un grand problème, c'est le problème de non-respect des textes. Ok. Le problème de non-respect des textes fait qu'aujourd'hui, on en souffre davantage. La population en paye le prix fort. Le régime qui a précédé l'actuel qui est en train de rempiler, venait d'une guerre et a essayé d'instaurer ce que le régime appelait la démocratie. Je crois qu'il faudrait qu'on commence par là pour en arriver au dépôt. Parce qu'ils ont installé, ils ont pensé instaurer la démocratie. Tout au début, ça allait un peu bien, ça semblait aller un peu bien. Ça promettait. Ça promettait. Mais à dire vrai, aujourd'hui, nous sommes très très loin de la démocratie. Et je ne gêne jamais de le dire assez. Vaut mieux une bonne dictature qu'une mauvaise démocratie. Et là, nous sommes dans une très très mauvaise démocratie. Il ne faudrait pas qu'on prenne un semblant de démocratie et bon voilà, et on brandit cette démocratie, on dit bon voilà, c'est par démocratie que ceci se fait. N'allons pas loin. La loi interdit de pouvoir exercer 2 mandats. Quand vous avez un mandat électif et un mandat du gouvernement, par exemple, l'un des deux doit tomber. Rien que ça, on n'a pas pu respecter. Comment voulez-vous qu'on respecte le timing, alors que c'est tout à fait simple. Tous ceux qui ont été élus députés, soit au niveau national, soit au niveau provincial, devaient ipso facto démissionner. Et le cas échéant, le Premier ministre lui-même ayant été élu député, et quand le Premier ministre tombe, c'est tout son gouvernement qui doit tomber. Mais ici, on leur a demandé d'expédier les affaires courantes. On expédie les affaires courantes, bien entendu. On expédie les affaires courantes, mais attendez, il y en a qui se sont gênés. Vous avez appris, je vais donner l'exemple des Camérés. Oui. Donc, si Caméré ne siège plus dans les conseils des ministres, c'est parce qu'il est conscient de cette absurdité, de ce gangsterisme, qui s'est installé. C'est tout simplement hors la loi. Ça ne se fait pas. Ça veut dire qu'il faut prendre les mécanismes. Il fallait réfléchir. Lorsque le Premier ministre déposait sa candidature, bien, il fallait qu'on s'attende à ce que, bon, il pourrait passer. Et s'il passe, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si on expédie les affaires courantes alors qu'on est démissionnaire, et alors en ce moment-là, le mandat qu'on est en train de prendre devait alors en ce moment-là, ils ont des suppléants. Peut-être laisser les suppléants. Enfin, je veux dire que c'est d'abord l'ensemble de tout ça. Pour dire vrai, en tant que journaliste, nous nous demandons, faudrait-il continuer à parler? Parce que, bon, à un moment, c'est comme si on avait la voix de l'opposition, alors que c'est pas ça. On prend la voix de l'opposition, mais en tout cas, pour dire vrai, tout va mal. Comme mon jeune confrère venait de le dire, le retard qui s'observe aujourd'hui dans le dépôt des candidatures au poste de gouverneur, des vice-gouverneurs et des sénateurs, c'est un retard en fait en réalité qui n'est pas lié aux contraintes d'ordre financier, comme on semble le dire, parce qu'il a dit, vous devez avoir un budget. Lorsque vous devez préparer votre boukari, vous devez déjà avoir préparé la farine, un peu d'eau à côté. Vous n'allez pas mettre d'abord de l'eau et puis bon voilà, quand il faut faire le foufou, vous dites non, bon voilà, il n'y a pas encore de farine, on attend demain et tout ça, non, ça ne se fait pas. Donc on sait réellement que ce sont des tractations politiques. Les tractations politiques et ça nous renvoie au partage du gâteau. Ce partage du gâteau, et vous l'avez suivi d'ailleurs, il se pose des graves problèmes entre les politiciens eux-mêmes. Bien sûr, ce n'est pas aujourd'hui, c'est pas nouveau. Hein. Ce que je condamne à ce régime, sincèrement, c'est pas nouveau. Nous l'avons vu même sous Kabila. Il y a eu des tractations comme ça, des problèmes. D'ailleurs, pour terminer, je me rappelle qu'à un moment, Feu Mwanza et Moïse Katumbi, ils ne s'entendaient pas. C'était très grave, ils ne s'entendaient pas. Pendant, là nous sommes en 2006, et qu'il fallait, tous étaient en train de concourir pour le poste de gouverneur de province. Il a fallu une intervention personnelle de Joseph Kabila pour les départager dans ce qu'ils ont appelé la majorité présidentielle, pour leur dire, bon voilà, nous vous offrons tel poste et tel autre. Le mot d'ordre a été donné,
il a été respecté, oui ou non, ça nous verrons plus tard. Mais pour dire, hein, donc ce sont les tractations politiques qui font ça et qui dominent. Moi, ce qui me fait mal, c'est que ça marche sur la loi. Alors, on va de report en report, tout simplement pour les caprices des politiciens. C'est la parole de M. Lambert. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Vous avez suivi, la CENI a réceptionné différentes candidatures ou différents candidats au poste de gouverneur. Là, on peut citer Alexis Chansa, vous le savez, qui a déposé sa candidature, Benatar Tiloufia, Bavon Banza, avec Bobo Maloulou comme vice-gouverneur. Nous avons Jacques Kiablakatoué avec Azembe Choula comme vice-gouverneur. Alors, monsieur Alain-François Chiswaka, quel est le candidat idéal pour la province du Haut-Katanga aujourd'hui au regard de tout ce que nous connaissons comme problème, au regard de tout ce que nous connaissons comme souci? Vous personnellement, quel est le candidat? Qu'est-ce que vous voyez au niveau de l'idéalisme? Quel est le candidat ou le profil idéal pour un candidat gouverneur ou pour quelqu'un qui doit diriger la province du Haut-Katanga aujourd'hui? Vous savez, je vais faire rire en vous disant que c'est la question la plus simple, qui a une réponse toute simple et toute faite. En fait, tous nous le savons. La bonne personne, c'est celle qui est compétente. Mais malheureusement, moi je crois que la question que nous devrons nous poser, est-ce qu'on veut bien avoir cette personne? En fait, c'est comme si tout ce que l'on fait, c'est de ne pas avoir de bonnes personnes. Nous avons mis en place des mécanismes, des systèmes qui empêchent à ce qu'on puisse avoir ces bonnes personnes. Ok, expliquez alors. Je vous explique. Nous avons mis en place une constitution, d'abord qui fait à ce que même si vous avez une personne compétente devant vous, cette personne-là est écartée d'office. En commençant sur la loi qui parle des autochtones. Ça, c'est la première. La géopolitique. La géopolitique. Et déjà, si vous vous retrouvez devant, par exemple, des autochtones, je ne sais pas, de la Mongala, qui sont incompétents, et qu'il y a un étranger qui est compétent, automatiquement, ce sont les incompétents qui doivent prendre la place parce qu'ils sont de la Mongala. Et vous comprenez qu'il y a déjà un écueil qui fait à ce que, même s'il y a une bonne personne, dès le départ, la personne est écartée déjà de la course. On la considère comme un cheval non partant. Et on ne peut pas dire autre chose. On va dire, voilà, c'est logique, c'est constitutionnel parce que c'est prévu par la loi. Vous n'allez accuser personne. Parce que nous avons mis en place un mécanisme qui empêche à ce qu'on puisse atteindre les bonnes personnes. Je ne dis pas que chez les autochtones, il n'y a pas de bonnes personnes. Mais je dis tout simplement que si on s'est retrouvé dans un cas où, par exemple, la population apprécie une personne qui n'est pas autochtone, malheur à cette population, parce que la Constitution est claire là-dessus. Il n'y a pas de débat. Et par rapport à la compétence, quels sont les éléments qui sont réunis pour que l'on parle de la compétence d'une personne qui est en même de diriger une province comme le Haut-Katanga? Quels sont les éléments qui entrent en jeu pour que l'on déclare que cette personne est compétente pour diriger le Haut-Katanga? Ah voilà, c'est là que je veux chuter. J'étais en train de dire que nous nous empêchons nous-mêmes rapidement pour finir mon idée et revenir à votre question. C'est, il y a d'autres choses. Je parlais des mécanismes que nous avons mis en place. Il y a autre chose, les calculs politiciens. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, avec la politique qui est en République démocratique du Congo, comme le disait mon aîné Lambert Youma, le partage de gâteaux fait à ce que, même si vous êtes compétent et que dans les intérêts du partage de gâteaux, on sent que vous n'êtes pas la personne idéale, avec votre compétence applaudie par la population, vous tombez automatiquement. Il y a la troisième chose et la dernière, c'est l'interaction de nos organisations socio-culturelles. Si par exemple, dans l'organisation socio-culturelle, vous n'êtes pas apprécié, acclamé, même si vous êtes compétent. Là, vous parlez de la Fondation katangaise, CMPA. Il y en a tellement. Et tant d'autres. Tant d'autres. Voilà, tous ces mécanismes-là font à ce que, même si vous avez des compétences requises, entre autres d'abord une bonne formation,
Parce que d'abord, dès le départ, il faut avoir une bonne formation pour diriger une province telle que le Haut-Katanga. Il faut d'abord avoir une bonne formation qui est vraiment, c'est-à-dire quoi, qu'est-ce que je dirais, cette formation-là est mise en exergue devant tout le monde. On reconnaît, dit voilà, ça c'est une personne bien formée. Il faut avoir un vécu, bien sûr, on peut avoir un vécu politique qui vous permet à ce que vous ayez la maîtrise des contours des réalités de la province aussi. Il faut avoir déjà cette maîtrise de la gestion de la chose publique. Parce que ça, c'est déjà un problème. Aujourd'hui, la gestion de la chose publique échappe tellement à beaucoup de gens qu'on croit que gérer la chose publique, c'est comme si vous gérez votre entreprise, c'est comme si vous gérez votre poche. L'entreprise et la chose publique, en tout cas, moi je crois qu'il n'y a pas photo. Ce sont les compétences que je suis en train de dire. Et puis, il y a encore une chose qui est vraiment des valeurs. C'est avoir déjà cet amour pour cette province. Il y a des gens qui n'en ont pas. L'amour de la province sous-entend aussi l'amour de la population que vous dirigez. Quelle que soit sa tribu. Quelle que soit sa tribu, vous sentez que vous aimez cette population, vous aimez cette province, vous allez faire quelque chose pour cette province. Mais si vous n'avez pas cet amour-là, si vous, croyez-moi, vous pouvez avoir la bonne formation, vous pouvez avoir la maîtrise de la chose publique, vous pouvez être un politicien chevronné, vous allez laisser cette Mais les gouverneurs qui ont dirigé par le passé cette province, ils avaient quand même toutes ces qualités, non? Là, j'y mets même le gouverneur Jacques Yaboula. Je ne sais pas dire totalement qu'ils en avaient ou pas, mais seulement... Ça se voit par les fruits. C'est ce qu'on a vécu. Allez poser la question à la population, on peut nous dire aussi beaucoup de choses. C'est là où je vous disais que les calculs politiciens font à ce que parfois, même si vous avez la bonne personne, elle ne peut pas diriger. Les contraintes politiques, les partages du gâteau peuvent vous pousser une personne à se transformer en Dracula, je ne sais pas moi, ou en vampire. Aujourd'hui, moi je me dis, lorsque nous regardons la province et tout ce qui se passe, je crois que si on faisait un vox pop dans la population, peut-être, ça ne sera pas ce que nous pensons. C'est très bien. Monsieur Lambert, candidat idéal pour diriger la province du Haut-Katanga. La question est à la fois complexe. Ok. Elle est complexe, opportune. Ok. Et capitale. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord réagir au propos de Alain François. Je suis d'accord avec lui sur beaucoup de choses, sauf sur l'aspect géopolitique. Okay. Je crois que pour être pratique, l'aspect géopolitique, c'est un aspect important. Et en pratique, pour une province comme le Katanga, c'est une province assise sur des braises ardentes. Et permettre que des personnes non originaires dirigent la province pourrait avoir des conséquences fâcheuses. C'est tout à fait normal. Je crois que cela est venu du fait déjà quand il y a eu la subdivision en provinces, aujourd'hui des provinces 7. D'ailleurs, je me le dis toujours, je ne sais pas, je suis journaliste, je m'excuse, je n'ai pas eu le temps de vérifier moi-même. Je ne pense pas que c'est la loi qui le dit, qui oblige que ceux qui dirigent les provinces soient des autochtones. Je ne sais pas. Moi, personnellement, je n'ai pas eu le temps de lire, donc je n'ai pas lu quelque part où on dit que la province soit dirigée par les autochtones. Mais en fait, c'est un système. C'est un système qu'il faut peut-être revoir, mais revoir pour le bénéfice, pour le développement du pays. Rendez-vous compte que pendant près des 30 ans, quand Mobutu a dirigé ce pays, aucune province n'a été dirigée par les autochtones. Moi, j'ai passé une bonne partie de mon enfance dans le Kasaï occidental.
Et là, la plupart des gouverneurs qui venaient de Kisangani. Ok. Oui. D'ailleurs, j'ai toujours blagué, demandé au doyen des protocoles d'État, Papa Kibela. Ah, exactement. Papa Kibela, je l'ai connu à Kananga, il était protocole au gouvernorat à Kananga. Je n'avais que 15 ans, il y a très longtemps, et jusqu'à ce qu'aujourd'hui il est retraité. Je crois qu'il vous en dira davantage. Ici, chez nous, ici à Lubumbashi, c'était pas les ressortissants en son temps qui dirigeaient. Ouais. Alors là, l'avantage qu'il y avait, c'est que Mobutu venait d'imposer une certaine cohésion. Il venait d'imposer une certaine cohésion qui faisait que, alors en ce moment-là, lorsqu'un homme originaire dirige une province, c'est que il y a un avantage sécuritaire pour l'unitarisme à outrance qu'il y avait. Mais maintenant qu'on a changé de système, on est parti d'un système unitariste à outrance vers un système décentralisé, c'est là la question, c'est là maintenant la difficulté. Alors, puisque c'est décentralisé, on ne sait plus imposer ce système, parce que c'est décentralisé et que chaque province doit organiser son développement. Donc on sous-entend, moi je crois que c'est une question sous-entendue. On sous-entend qu'il faudrait que les filles de la province dirigent, qu'ils déterminent eux-mêmes C'est comme les gens de la maison qui doivent diriger leur maison. Leur maison, c'est tout à fait normal. Vous pouvez aussi être aussi compétent que vous le pouvez, mais en tout cas, il y a des conditions pour arriver. Mais en général, c'est un peu ça, comme on le dit, en général, mais je ne pense pas que ça soit le gage de développement. Vous verrez avec moi plus tard d'ailleurs que il suffit d'être natif de la province pour être le mieux placé pour la diriger. Malheureusement. Oui, c'est ça maintenant la difficulté. La difficulté, c'est celle-là. Il ne suffit pas, c'est pas. Peut-être la première condition donnée, d'accord, mais cela ne suffit pas. Il faudrait maintenant remplir toutes les autres conditions qui ont été d'ailleurs énumérées. Donc, il faudrait une probité morale. Il faudrait une compétence avérée, une connaissance de l'administration, des principes administratifs. Il faudrait une preuve de gestion managériale. De l'expérience alors. De l'expérience. Donc tout cela entre en ligne des comptes. Je ne sais pas, nous n'avons pas échangé auparavant. Moi, j'aurais proposé que nous fassions toute une émission sur la gestion du régime du Haut-Katanga passé. C'est notre devoir en tant que journaliste. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour que aujourd'hui, par exemple, Jacques Kabila prétende revenir au poste de gouverneur. Mais au moins c'est l'une des questions, donc vous aurez toujours la possibilité de dire un mot par rapport à ça. C'est un peu ça. Donc il faudrait qu'on y pense, qu'on y réfléchisse. Parce que jusqu'à présent, nous sommes en train de parler des pesanteurs. Ce sont les pesanteurs politiques. Elles pèsent tellement lourdement que, la personne idéale reste idéale. Ça veut dire quoi? Dans son coin. Dans son coin. Elle reste dans nos idées. La personne idéale. Donc l'oiseau rare est difficile à trouver. Donc c'est une question capitale, c'est une question très importante. Et vous avez parlé de la population. Et l'amour de la population. Vous avez parlé de la population, de l'amour de la population, et vous avez même suggéré qu'on promène notre micro pour avoir l'avis de la population. Malheureusement, cette population qui devait être représentée, qui devait donner sa voix à ceux qui votent pour le gouvernement, parce que les élus provinciaux, notamment. À l'intention de nos téléspectateurs, ceux qui votent, qui élisent le gouverneur, ce sont les députés. Exactement. Ça veut dire, nous, population, nous mandatons les députés qui portent déjà notre voix pour dire, bon voilà, nous députés qui représentons la population, nous donnons mandat à tel diriger. C'est eux qui devaient alors en ce moment-là connaître nos véritables problèmes et savoir en âme et conscience que lorsque nous confions la gestion de la province à tel, il peut l'amener à bon port. Malheureusement, les pesanteurs politiques, encore une fois, nous interviennent au niveau de... à tous les niveaux, donc c'est pas nous, population, qui décidons. Nous qui sommes la source du pouvoir, nous qui sommes écoutés. Donc
les candidats gouverneurs, vice-gouverneurs, sénateurs, c'est des candidats issus du partage du gâteau, comme on a partagé l'Afrique, comme à la conférence de Berlin. Allez, on coupe, toi tu prends ça, toi, tu prends. Et c'est ce qui s'est fait, même pendant que nous présentons cette émission, on est en train encore de partager le gâteau. Monsieur Lambert, il faudrait... que nous avons placé sur les chemins du choix de la personne idéale. Et ce sont ces écueils-là qui font ce que nous voulons avoir une bonne personne, mais malheureusement... Monsieur Alain François, est-ce que la population peut avoir aujourd'hui, évidemment vous avez soulevé certaines questions liées au rôle que doivent jouer les députés provinciaux dans cette élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Voilà pourquoi je demande, est-ce que la population okatongaise devrait avoir confiance en ces élus qui sont là, qui doivent élire le gouverneur de province? Déjà en votant, ces députés, c'est une forme de confiance à accorder, bien sûr. Certains disent qu'on ne les a pas votés, d'autres disent qu'on les a votés. Bon, bon, nous restons dans les principes, c'est qu'ils ont été votés. Déjà, c'est une manière de leur accorder la confiance. Mais le problème, là où les bas blessent, c'est qu'avec tout ce qu'on entend autour de cette procédure, ça craint. Déjà que la CENI elle-même dit que il y a une corruption d'un niveau, je ne sais pas s'il existe un autre niveau. Elle a même fait un communiqué pour dénoncer cela et mettre en garde les personnes sur qui la main sera... Et la CENI va plus loin en disant qu'elle a des preuves. Qu'elle a des preuves sur ça. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau du cancer? Ce cancer-là, c'est tellement métastasé dans la sphère politique qu'on s'est dit que le médecin qui peut apporter le remède de ce cancer qui gangrène ces milieux-là. Aujourd'hui, moi, je me dis, avec tout ce qu'on entend, pas plus longtemps, il y a l'Alliance, c'est pas, ils ont appelé ça comment, ils ont pondu aussi un communiqué soi-disant qu'avec tout ce qu'il y a... Il faudrait que l'on reporte, qu'on suspende ce processus de l'élection des gouverneurs. Qu'on nomme des commissaires provinciaux. Ça aussi, il faut se poser la question, quel est le motif? C'est une autre paire de manches. L'intérêt derrière tout ça, on ne sait pas trop. Mais avec tout ce... Parlons confiance. Avec tout ce qu'on entend là, comment se dire que nous pouvons faire confiance en ces gens? Et puis, c'est pas la première fois. Moi, j'ai vu des choses ahurissantes. De vote à l'Assemblée nationale, je pense à l'époque, même provinciale ici, où les députés d'une plateforme allaient voter avec un chaperon qui est derrière vous pour confirmer si réellement... Vous avez fait ce que nous vous avons demandé de faire. Et dites-moi, vous qui dites que le vote est secret, et quelqu'un va voter avec un chaperon, et on autorise cela. Cela veut dire que c'est très difficile de faire confiance. On va dire, ils vont voter la personne, pas issue du choix de la population, mais ils vont voter la personne issue des calculs politiciens, tel que le disait mon aîné, les pesanteurs politiques ne font qu'intervenir. Il y a une interférence d'un niveau où aujourd'hui les députés tels que vous le voyez, vous vous posez la question, est-ce que quand un homme comme Papa Molière se permet en tant que député de faire une vidéo, dire on n'a pas reçu 15 000, on a reçu 55 000, à l'époque il disait pour faire tomber Janine Mabunda. Waouh! Est-ce une blague? Peut-on blaguer avec une affaire de la nation? Une affaire de la nation, je ne sais pas trop. Et c'est là que je dis, la confiance, elle est sur une corde raide en tout cas. Voilà, Monsieur Lambert. Parlant justement de la CENI, il met à l'esprit que la CENI est en train de jouer au pyromane et au sapeur. Exactement. C'est pas normal que la CENI dise que... Non, elle change de rôle alors. Mais c'est pas possible. Si ces gens sont réellement coupables et que la CENI ne fait pas partie de cette tricherie, je crois que nous aurions des procès en cascade qui passent à la télévision. Parce que voilà, il y a déjà... Oui, voilà, allez-y. On ne peut pas comprendre.
jusqu'à présent, nous nous posons la question de savoir si nous revenons sur le processus électoral, notamment les élections du 20 décembre, comment toutes ces machines, des centaines de machines, peut-être des milliers, se sont retrouvées dans les mains des particuliers. Des individus. Ben, ça, on veut quand même comprendre. Nous, en tant que population, c'est dans notre droit de comprendre. Et d'analyser la chose. Dans cette histoire, quand on parle de corruption, il y a un corrupteur et un corrompu. Oui. C'est comme quand on parle d'adultère. Il y a une femme, il y a un homme. Oui. Donc nous ne pouvons pas, c'est resté un peu comme l'histoire de la Bible où on a vu que la femme, on ne voit pas l'homme. Mais où est l'homme? On voit l'homme. Et dans cette histoire, c'est la même chose. Il faudrait qu'on voit. On n'arrive pas à comprendre comment est-ce que des milliers, des machines se retrouvent entre les mains des personnes. Et puis après, la CENI est en train de crier à la tricherie. C'est pas possible. Et entre-temps, c'est la même CENI qui va de report en report. Qu'à cela ne tienne, je ne voudrais pas diaboliser tant notre CENI. C'est quand même notre organe indépendant, très indépendant même, d'organisation des élections. Mais ça nous interpelle, nous tous. C'est ça le problème, voyez-vous. Le problème, c'est que c'est toute une société qui est corrompue. Donc le problème, c'est pas seulement la CENI. Parce que la façon dont la CENI se comporte et que nous nous trouvons injuste, c'est à peu près la même façon que l'appareil judiciaire se comporte depuis longtemps, pas aujourd'hui, depuis. C'est de la même manière. Allez-y, allez à l'hôpital. Quand vous allez vous faire soigner, vous n'avez pas d'argent, vous allez trouver les infirmières avec plein de seringues dans leur poche, des médicaments et tout ça, vous n'avez rien, on vous laisse crever. Donc vous voyez, si je vous parle de ça, je peux aller plus loin. Aujourd'hui, quand vous croisez un homme en tenue militaire la nuit, vous avez peur. Alors c'est lui-là même qui doit vous sécuriser. Vous avez peur de lui. Vous avez peur de lui parce qu'il peut vous dépouiller, il peut même vous ôter la vie. En fait, vous comprenez qu'il faudrait une refondation de l'État congolais. Il faut toute une refondation, parce que c'est devenu une habitude à la légère. Ça on se le dit, hein, sincèrement, si vous quittez un peu le pays, vous verrez ce qu'on dit de nous. Voilà pourquoi, à un moment, nous ne comprenons pas pourquoi la communauté internationale n'est pas avec nous. La communauté internationale, très souvent, n'est pas avec nous parce que nous avons beaucoup perdu le sens d'humanisme et d'humanité et d'honneur. Nous n'avons pas la parole d'honneur. On sait que le Congolais, lui là, bon, voilà. Le Congolais, c'est comme ceci, c'est comme ça. Il faut qu'on quitte cette tracée-là, que nous prenions un autre chemin. En tout et pour tout, parce que c'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas seulement la CENI. Nous aussi, les médias. C'est devenu n'importe quoi, on dit n'importe quoi, on fait n'importe quoi, et bon, voilà. Voilà. Il y a des journalistes qui se permettent n'importe quoi. De se faire appeler un journaliste engagé. Voilà. Donc, sincèrement, nous tous, nous devons revenir parce que c'est dans ce temps. Si j'ai évoqué cela, Lorraine, c'est pour que nos téléspectateurs comprennent que c'est dans ce paysage que vient de repeindre que se trouve ce processus électoral. Il est dans un paysage où il y a sens dessus-dessous, tout ça. C'est un désordre. Il est enclavé. Tout ça, voilà, enclavé. Alors, eux aussi, ils en profitent. Ils en profitent, ils y vont avec ce désordre. Et je me rappelle, Joseph Kabila a répondu à l'une des questions des journalistes. On lui dit, qu'est-ce que tu regrettes de tout le mandat que tu as passé? Il dit, je regrette de n'avoir pas réussi à transformer l'homme congolais. Il regrette de n'avoir pas réussi, mais pour être honnête, il n'a pas voulu. Ça m'engage que votre avis. C'est mon avis que Joseph Kabila n'a pas voulu transformer l'homme congolais. Pourquoi? Et c'est ça qui continue aujourd'hui d'ailleurs. C'est parce que c'est dans le désordre qu'on gagne mieux. Si on réveille l'homme congolais et qu'il devient conscient, il devient responsable, eh bien il y a deux choses à faire. C'est soit vous réveillez l'homme congolais et vous ne vous accrochez pas au pouvoir, soit vous le laissez endormir dans le désordre, vous continuez. Et c'est ça. Ça veut dire que même le pouvoir actuel, je me permets de le dire, trouve mieux de se battre pour garder le pouvoir que pour résoudre les problèmes des Congolais. Les problèmes des Congolais, c'est pas des gratte-ciel qu'il faut construire aujourd'hui. Non, il faut repartir, il y a des bases à faire. Je vous donne un exemple. Vous voulez construire, vous voulez faire des édifices à 10 étages, à 20 étages, alors que vous n'avez pas fait le sous-sol. Vous n'avez pas planté vers là. Une bonne fondation. Une bonne fondation, vous ne pouvez pas aller loin. Donc aujourd'hui, la population congolaise
est indexée. Elle est indexée parce que nous acceptons n'importe quoi. Je crois l'avoir déjà dit une fois sur ce plateau. Je vous montre ça et je vous dis, bon voilà, ça c'est la clé. Et puis après, la même chose, je vous montre, je vous dis, c'est une pierre. Donc on doit quand même changer. Et pour ça, je ne sais pas, peut-être que je suis parti vite en besogne, mais la société civile a un rôle très important à jouer. Il ne faut pas attendre seulement quand il y a les élections, bon, voilà. Parce que quand il y a élection, les gens sont tendus. Bon, déjà, la société civile du Haut-Katanga a des problèmes. Elle n'a même plus de siège, ce que je sache. C'est déjà un souci, monsieur Lambert. Ouais. Bon, il semble qu'il y a eu même des arrestations. Certains sont. Voilà. C'est aussi un souci. Alors, voilà. Alors, monsieur Lambert, je disais, est-ce que finalement, au regard de tout ce que vous venez d'énumérer, est-ce que l'on peut dire que la population n'a pas vraiment à faire confiance à ses élus pour lui donner un bon gouverneur pour la province du Haut-Katanga? C'est difficile de répondre. C'est difficile de répondre à cette question. Faudrait-il faire confiance aux députés pour que les députés octroient un bon gouverneur? Avant de répondre à cette question, regardons d'abord ce qu'a été la législature passée. Posons-nous la question de savoir quel a été le rôle de nos députés, de notre Parlement au cours du quinquennat passé. Au cours du quinquennat passé. Est-ce qu'ils ont pesé sur l'exécutif, par exemple? Il faut commencer par là. Quel est le rôle d'une assemblée provinciale? Combien d'entreprises ont été auditées? Combien de responsables d'entreprises ont été mis devant la justice, par exemple? Combien de fois le Parlement a interpellé le gouverneur de province pour lui dire nous ne sommes pas d'accord avec cette dépense. Combien de fois? Bon, moi, il y a des fois, on l'a invité à des plénières. Très rarement, mais pour, la rédévabilité. Rien que rendre compte, voilà, nous avons fait ceci, nous avons fait Parce qu'ils ont le rôle de contrôler le fonctionnement de la province, de contrôler l'exécutif. C'est ça le rôle, vous l'avez dit. Et ils ne font pas correctement. Ils essayent quand même, je vous l'ai dit. Ils essaient quand même, mais ils ne le font pas correctement. Il faut que ça commence par là. Le jour où on prendra cette conscience de dire, bon voilà, j'ai pas besoin, parce que c'est le système. Entre nous soit dit, nous sommes journalistes, nous allons le dire. Qu'est-ce qui se passe? Généralement, l'exécutif qui est contrôlé par le législatif, l'exécutif a les moyens financiers. Et utilise les moyens financiers pour pouvoir acheter la décision des élus, la position des élus. Alors, quand tout commence généralement par des petits trucs tels que les véhicules, les moyens de transport, par exemple, les émoluments, bon voilà, on remonte, alors, ça devient quoi? C'est le partage. On dit, bon, nous on bouffe ici, alors vous taisez bouffer aussi. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, quand une bouche est pleine, elle ne parle pas. Il faut que la bouche soit vide. On ne parle pas la bouche pleine. Non, on ne parle pas la bouche pleine. C'est un peu ça. Il faut commencer par là. Est-ce que nos députés ont été à la hauteur? Quand je dis nos députés, c'est en général. C'est vrai qu'il y a quelques députés qui se sont distingués. Il y a eu des députés qui ont été quand même peu tranchants, qui interpellaient de manière... je veux dire, pas très régulière. Mais qui faisaient aussi des terrains parfois. Voilà. Des terrains. Parce qu'à un moment donné, il y a certains, je ne vous coupe pas, il y a certains qui disaient que même les vacances parlementaires ne produisent absolument rien. Exactement. Ouais, un peu, c'est un peu ça. Donc, vous voyez, il faut qu'on parte de là pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire de mieux. Ça veut dire déjà que le quinquennat qui vient de passer, il n'y a pas eu vraiment grand-chose. À part des individualités, oui. Il y a certaines individualités. Des étincelles. Voilà. Mais maintenant, l'Assemblée provinciale elle-même, qu'est-ce qu'elle nous a produit? On est arrivé à des impayements. Même le gouvernorat de province a eu des mois et des mois d'impayement. Même l'Assemblée provinciale a eu des mois d'impayement. Où partait l'argent? Qu'est-ce qui est arrivé? Et tout ça, bon, c'est vrai qu'ils ont interpellé le gouvernement, qui s'est quand même expliqué, mais nous, c'est sur terrain. Alors ça, c'était la première approche. Donc, mais entre-temps, est-ce qu'il faudrait leur faire confiance?
il faudrait leur faire confiance et s'ils arrivent à savoir faire le discernement entre le mot d'ordre du parti ou du regroupement et les intérêts du pays. Ça peut arriver. Je vais pour terminer sur cette question, je vais vous faire rire un peu. J'ai assisté en 2006 à l'élection des sénateurs. J'étais derrière un sénateur et le sénateur a réuni plutôt quelques députés pour arranger avec eux. Ils ont eu tout ce qu'ils voulaient. Et le jour de l'élection, moi j'étais derrière le sénateur avec ma caméra. Bon, on les a vus entrer et quand ils entraient, ils sortaient. Il faisait comme ça. J'ai voté pour toi. J'ai voté pour toi. Voté pour toi. Et puis après, quand on a proclamé, il n'avait qu'une seule voix. Le sénateur dit, mais c'est pas possible. Après tout ce que j'ai fait pour vous, j'ai dépensé, c'est dit. Mais attendez, si on vous dit qu'il n'y avait qu'une seule voix, c'est la mienne. Tu poses à l'autre, il dit, si il n'y avait qu'une seule voix, c'est la mienne. S'il n'y avait qu'une seule voix, c'est la mienne. Il y avait beaucoup d'une voix. C'est un peu ça, ça veut dire que quelque part, les députés ne doivent pas oublier qu'ils ont cette liberté. En fin de compte. Ils n'ont pas les mains liées. Ils n'ont pas les mains liées. Ils n'ont pas les mains liées, ils ont leur conscience devant l'urne quand ils arrivent, même s'il y a eu le mot d'ordre du parti, le mot d'ordre des regroupements politiques, le mot d'ordre, tout ça, mais laissez parler votre conscience. Dites-vous, si je donne ma voix à tel, si tel passe comme gouverneur, comme vice-gouverneur, comme sénateur, celui-là sera utile pour le cas échéant ici, à la province du Haut-Katanga. Celui-là va faire changer les choses. Celui-là va faire bénéficier ceux qui sont derrière moi et qui m'ont accordé la voix, la confiance qu'ils m'ont élu. Mais s'ils ne le font pas, ils se disent, bon, je vais voter pour tel parce que, bon, voilà, j'ai eu une Mercedes, je veux voter pour tel parce que je veux déposer un dossier demain sur la table pour un projet qui va devoir soutenir. Voilà. Alors, en ce moment-là, bon, nous sommes mal barrés. Ainsi donc, nous allons aborder la question liée aux priorités. Mais avant de parler des priorités, nous devons d'abord examiner ou étudier ce qu'il y a eu au cours du mandat passé. Le mandat du gouverneur Jacques Kiaboula Katoué, que nous respectons beaucoup. Alors, il faudrait que nous puissions soulever sur ce plateau, dans ce studio, ce qui s'est fait au cours de son mandat et ce qui n'a pas été fait. Je pense que c'est ce qui va nous conduire à fixer les priorités pour le nouveau gouverneur. Alors, monsieur Alain François, je commence avec vous. Au regard du fonctionnement de la province du Haut-Katanga, depuis que nous avons eu le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué, qu'est-ce que vous avez constaté qui n'a pas marché? Qu'est-ce que vous avez constaté qui a marché et que nous devrions consolider, comme nous disons toujours, consolider les acquis, le terme du président de la République. Alors, qu'est-ce qui a marché que nous devons consolider et qu'est-ce qui n'a pas marché? Déjà, du côté positif, c'est qu'il a réussi à garder les Hauts-Katanga comme étant la province pilote au niveau de toute la République. Elle a été quand même une province qui a... En termes de... Voilà. D'ailleurs, cibler les domaines, les secteurs, monsieur Alain François. Il faudrait cibler les secteurs. Il a réussi à garder la province du Haut-Katanga comme étant la province pilote selon le gouvernement. C'est là où je voulais arriver. Parce qu'à chaque fois, il était toujours plébiscité. Meilleur gouverneur, parce qu'il n'avait pas construit de stade pour lui. Alors, c'est ça que j'ai dit. Selon, en tout cas, je dis selon le gouvernement parce que ça vient d'eux. Moi, personnellement, je me suis dit que si je pouvais analyser en profondeur les quinquennats passés du gouverneur Jacques Kiaboula, il y a une chose qui m'a écœuré, c'est que l'insécurité a atteint, je dirais, des summums un peu qu'on n'a pas très connus à Lubumbashi. Et ça m'a vraiment inquiété. Donc vous soulevez un problème sécuritaire. Ouais. En tout cas, ils ont tenté de juguler ce phénomène, mais malheureusement, c'était à peine
qu'on essayait d'étouffer, ça refaisait surface. Franchement, ça refaisait vraiment surface. C'est comme si c'était des gars qui... c'était des gens qui faisaient profil bas, et puis après, ça réapparaissait. On comprenait que on ne touchait pas vraiment la source du problème, mais c'était des solutions, je dirais, ponctuelles, et qui après ne faisaient que la réaction d'un feu de paille. C'est ce que j'ai pu plus remarquer. Il y a eu quand même le côté positif au début où ils ont essayé avec la farine de maïs MED au Katanga, où ils ont appliqué la politique d'agriculture, où ils pouvaient subventionner les agriculteurs, et après le gouvernement provincial pouvait avoir son stock assez. On a eu quand même des réserves, mais à un moment donné, il faut comprendre qu'avec le faible moyen, ça nous a quand même dépassé. Finalement, la farine de maïs a pris toujours de la hauteur en termes de prix. C'est allé comme ça, on n'a pas pu vraiment juguler, parce que le stock, ce qui est vrai, était insuffisant au vu de moyens. Je retiens quand même que le boulevard Félix Tshisekedi, chaussée de Kassenga, chaussée de Kassenga, a été quand même aménagée. Ouais, réaménagée, et elle est devenue quand même la meilleure artère qui résiste à sa manière, pas Savonnier, n'en parlons pas, parce que Savonnier c'est compliqué, mais... Même si en termes de dimension c'est trop petit. C'est trop petit, oui. Difficilement, c'est quand même beau. C'est quand même beau, oui, ça il faut le reconnaître. Et puis, le tunnel qui à chaque fois était inondé, on a passé quand même, je crois, 2 années de suite où à chaque fois qu'il pleuvait, l'eau pouvait finir rapidement. Sans que... cette année, ça s'est inondé. Mais après, on est revenu dans le rythme. Et bizarrement, j'ai vu que le problème s'est transposé du tunnel vers Chalina. Au lieu que les tunnels soient inondés, maintenant c'était... Là, il y a toujours de l'eau. À chaque fois, il y a toujours de l'eau. Avant, ce n'était pas comme ça. Je me suis dit, est-ce que c'est le problème du tunnel qui s'est transposé de l'autre côté? Je ne sais pas. J'ai parlé avec un ingénieur qui m'a dit que donc, tous les changements opérés au centre-ville, par exemple, le rond-point, on agrandissait, tout ça au niveau de... c'est quoi, la banque TNB? On n'a pas tenu compte de certaines choses, et c'est pourquoi nous sommes en train de connaître ces problèmes. Le niveau de la tuyauterie, tout ça, les drainages n'a pas été respecté. Et pour tout dire, moi je ne veux pas plus loin, je ne veux pas danser avant la musique, mais parlant de priorités, si seulement on pouvait résoudre d'abord le problème de la sécurité. Vous savez, même si on est affamé et qu'on dormait quand même en paix, c'est la meilleure des choses. Mais quand vous êtes affamé et que vous craignez qu'il y ait encore un malfrat qui va venir vous visiter, c'est encore très dangereux. Et s'il faut changer des choses, c'est qu'il faut commencer par là. D'abord, la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez travailler, vous travaillez pour les bandits. Là, c'est un aspect que le monsieur Alain François a soulevé. Monsieur Lambert Yuma, est-ce qu'il y a des acquis que nous pouvons consolider, qui ont été, que nous pouvons mettre sous l'actif? Sous l'actif de Jacques Yaboula. Ouais. Mais les Saint-Éloi, le Popo aussi, il faut quand même qu'on se... Ouais, mais le Popo est revenu quand même, c'était une équipe moribonde. D'accord, mais là, ça n'a rien à voir avec lui en tant que gouverneur. Voilà. En tant que personne. Voilà. Félicitations à lui et à vous, nos voisins. À nos voisins, parce que moi, je suis des Mazembe. Bon, voilà. Alors, ceci étant, je reviens. Je ne voudrais pas être si dur avec Jacques Yaboula en termes de lutte contre l'insécurité. Je voudrais être assez humble à ce niveau. Donc je ne vois pas les choses de la même manière que vous. Pourquoi? Parce que il faut être, pour moi, quand je regarde objectivement l'ampleur de la question de l'insécurité telle qu'elle s'est présentée au quinquennat de Jacques Yaboula, il faut reconnaître que nous n'avions pas vécu pareille insécurité avant lui. C'est-à-dire, avant de voir les moyens d'attaque, il faut d'abord voir la dimension de la problématique telle qu'elle s'est présentée. Je crois qu'avant Jacques Yaboula, nous n'avons pas connu
des termes d'insécurité tels que vous êtes chez vous, on vous fait un grand trou, on entre, on vous aiguille, on vous égorge, on viole la maman en présence des enfants. Sincèrement, pour être honnête, je ne voudrais pas être dur avec lui à ce niveau-là, parce que si je regarde le pic que nous avons atteint, le niveau d'insécurité tel que nous l'avons atteint à un moment, et la riposte telle qu'elle a été quand même organisée, personnellement, je trouve que c'est positif. Je crois que j'ai mis ça sur son positif, sur son carnet positif. Je crois qu'il s'est battu, il a mis les moyens, même si ça ne suffisait pas. Il y a eu quand même, on a senti qu'à un moment, on pouvait respirer. C'était pire. À Kasumbalé, ça ici, c'était encore pire. Ici. Donc, nous avons connu un niveau d'insécurité, même pas d'ailleurs, non seulement le niveau, mais des pratiques. Des pratiques qu'on n'avait jamais connues. Aucun gouverneur avant Jacques Kaboula n'était confronté à ce genre de problème d'insécurité de ce niveau. On avait des bandits tous les jours et tout ça. Je crois que c'était trop fort. Il a essayé quand même de se battre et moi, sincèrement, à ce niveau-là, je ne dirais pas qu'il a échoué. Alors, sur le plan, là où je ne suis pas vraiment d'accord avec le gouverneur Jacques Kaboula, non, je termine d'abord par les positifs. Ce que j'ai trouvé aussi positif, il s'est battu pour la cohésion. La cohésion au niveau de la province. Au niveau de la province, Jacques Kaboula, peut-être il a profité de sa jeunesse. C'est un jeune gouverneur, il a été jeune gouverneur et que bon, il a été non conflictuel. Il a eu, c'est tout à fait normal, tout le monde n'est pas d'accord avec lui, mais pas beaucoup de conflits où bon voilà, il est opposé à tel, il est opposé à tel. Peut-être il a ses défauts bien entendu, mais son tempérament a fait qu'il n'ait pas vraiment trop d'accrochage avec les gens. Ce qui fait que, bon, voilà, il n'a pas eu beaucoup de problèmes. Sur le plan des relations humaines. Et les communautés qui vivent au Katanga, s'il n'y a pas eu explosion entre les différentes communautés, il a joué quand même de sa carte. Ça, bravo. Par contre, là où je ne suis pas d'accord avec Jacques Kaboula, je ne suis pas d'accord avec lui, c'est en termes de gestion. En termes de gestion économique. Sur le plan économique, je ne vois pas ce que je dirais de positif en lui. Rien. Je ne vois pas. Comme vous l'avez dit, il a tenté. Il a tenté avec le maïs. Malheureusement, ça s'est soldé par un échec. Pendant 3 bonnes années, on a tenu. C'était bon. C'était bon. Bon, je ne sais pas si ils ont dormi sur les lauriers, ils se sont dit bon c'est déjà bon, voilà ça fait 3 saisons qu'on ne cherche pas le maïs et puis bon d'un coup il y a eu une crise grave, donc le problème est redevenu, il est redevenu. Et c'est 100 000 francs un sac de 25 kg, ainsi de suite. Sur le plan économie, non, je ne l'ai pas vu vraiment. Et je sais peut-être que j'étais déjà mal habitué avec quelques de ses prédécesseurs. J'ai pas vu le quick response auprès de Jacques Kaboula. Je ne l'ai pas vu répondre rapidement. Dès qu'il y a un problème, il sait répondre. Non, j'ai pas vu ça. La promptitude. Il n'y avait pas de promptitude, il y avait une lenteur. Il y avait une lenteur à réagir. Bon. Pour ne pas dire lourdeur. Voilà. Vraiment, en tout cas, de ce côté, il y avait une lourdeur et un peu, c'est ça, je crois que moi, beaucoup plus, c'est sur le plan de l'économie, parce que vous ne pouvez pas comprendre, je vais vous donner un exemple, vous ne pouvez pas comprendre un budget national qui est passé des 5 000 à 15 000, pour ne pas parler des 16-17 000, qui a triplé, et puis vous accusez des retards de paiement. On ne sait pas, en tout cas on ne sait pas, ça ne sait pas s'expliquer. Par contre, je me dis, si aujourd'hui Jacques Kaboula a été désigné par l'Union sacrée comme candidat gouverneur à sa propre succession, de un, l'Union sacrée ne pouvait pas en dire autrement. Parce qu'il l'a frôlé en le disant. Le chef de l'État lui-même, ici, à Lubumbashi, il a dit Jacques Kaboula était le meilleur gouverneur pour lui. Meilleur gouverneur pour Jacques
pour le chef de l'État, ça veut dire pour la famille politique, est-ce qu'il est apprécié de la même manière par la population? Vous voyez, il y a la question. C'est là toute la question. Toute la question est à ce niveau. Et ce n'était pas facile pour Jacques Yabula parce que, ayant quitté un camp politique, le FCC, d'ailleurs, juridiquement parlant, légalement parlant, ça ne s'est fait nulle part, ça je le dis en passant. Ah oui. On ne peut pas avoir été élu gouverneur. Grâce à un parti, voilà. Vous quittez ce parti, vous maintenez le poste. Vous maintenez le poste, ça ne se fait pas. Donc il y a des choses, voilà on revient à la même question, au même problème. Pour ajouter l'eau au moulin, voilà. C'est que le vice-gouverneur, il a postulé comme candidat RDEV, et pourtant il a été élu député comme élu de PES. Mais il dépose sa candidature de vice-gouverneur RDEV. Ouais, c'est ça un peu. Et alors, monsieur Lambert, sur le plan des infrastructures, on peut quand même féliciter le gouverneur Jacques Yabula Kato. Les infrastructures routières notamment. Oh là là. Oh, la même maladie que je viens de laisser à qui, c'est celle que je retrouvais ici. Madame, ça, je vous le dis, c'est une maladie nationale. Générale. Avant de revenir ici à Lubumbashi, ici dans le Haut-Katanga, je vous donne l'exemple de Kinshasa, la capitale, qui n'est pas le Haut-Katanga. Sincèrement, pour ceux qui vivent à Kin, qui sont tous les jours à Kin, ils ne voient peut-être pas cette détérioration accentuée. Mais pour nous qui allons et qui rentrons, je vous donne un exemple pour ceux qui sont à Kin ici, des huileries. Ouais. Donc, aucune des artères des huileries n'est praticable. Aucune. Vous prenez Kassavoubou, aucune. Vous prenez toutes ces grandes avenues-là, à part le boulevard du 30 juin, à part le Triomphal, à part 24, il n'y a plus rien. Je vous dis, c'est pire même. Je vous dis, je regrettais parce que, bon, je voulais... Je n'ai pas eu le temps d'en faire un reportage. C'est infra-humain. Mais c'est la capitale. C'est la capitale et le gouverneur voudrait revenir. Jean-Timingo Bilambaka voulait revenir à sa propre succession. Et c'est possible, il peut toujours revenir. Il peut toujours revenir. Pour améliorer notamment. Alors, donc, pour dire vrai, les infrastructures ici au Katanga. Il y a une avancée. Il a tenté, le gouverneur a tenté, mais en tout cas, mon appréciation est en dessous de la moyenne. C'est vraiment en dessous de la moyenne. Je ne sais pas si ce mandat peut... Alors, monsieur Lambert, on finit déjà. Donner les priorités pour le prochain gouverneur. Il doit se focaliser sur quoi en priorité? Ok, je crois que c'est clair. En priorité, il doit se focaliser sur... la redynamisation de moyens de lutte contre l'insécurité. Ça, c'est la première des choses. Parce que si Alain François l'a dit, c'est parce que justement, il y a encore beaucoup de poches de résistance, des poches d'insécurité. Donc, la sécurité est l'une des priorités au Katanga. D'abord, la sécurité. Après la sécurité, ce sont les infrastructures. Les infrastructures doivent venir directement. Et on devait être redevable, on devait nous rendre compte. En principe, c'est parce qu'on voit, bon, aujourd'hui on a décidé de réhabiliter telle petite avenue. Il y a même quelqu'un qui m'a fait rire, qui me dit, mais chaque gouverneur qui vient recommence par là où... C'est que l'autre... bizarrement. N'allez pas loin, prenez par exemple Sapinière. Prenez votre avenue ici. Route Kiwele. La route Kiwele. On dira, bon, si on vous vérifie dans le quinquennat, on va vous dire qu'on a réhabilité. Mais réhabilité pour combien de temps? Donc, et là, ça me renvoie toujours au rôle des parlementaires, des députés, de l'Assemblée provinciale qui doit contrôler. C'est pas tout simplement parce qu'on a donné le marché à telle entreprise et qu'il y a eu des commissions. Bon, on regarde une route qui fait 2 jours, 3 jours et puis c'est derrière. Il n'y a personne pour parler pour nous. Donc, les priorités sont, selon moi, la sécurité, les infrastructures, l'économie, pour tomber sur des problèmes sociaux. Et votre conclusion, monsieur Lambert Human, en 1 minute, votre conclusion partielle d'ailleurs, parce que les journalistes ne concluent pas en réalité. Ici, je profite de votre micro pour interpeller notre classe politique. J'interpelle tous ceux qui ont eu parcelle de pouvoir, parcelle de décision, pour que vous pensiez
à votre population, aux pauvres populations que nous sommes, et qui ne comptons que sur vous. C'est vrai, vous avez besoin de vous nourrir, nous avons aussi besoin de manger. Ok. Monsieur Alain-François Tshisoaka, en 1 minute, votre conclusion? Très belle chute d'abord, M. Lambert Youma, qui s'apprise un peu de la poésie, mais ça décrit réellement ce que veut la population. Moi aussi, pour ajouter, je dirais tout simplement, vous étiez venus, nous vous avons reçus. N'oubliez pas que vous étiez chez nous, un jour vous allez encore revenir. Et si vous n'avez pas compris, peut-être on va refermer nos portes. Prenez conscience. Il ne faut jamais oublier d'où nous venons. Voilà. Vous ne devez jamais oublier d'où vous venez. C'est la fin de ce programme. C'est la fin de décryptage de ce soir. Messieurs et dames, nous avons traité de la question en rapport avec l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, mais principalement pour la province du Haut-Katanga. La principale préoccupation était quel est le profil d'un candidat gouverneur idéal pour la province du Haut-Katanga. Vice-gouverneur également, mais nous nous sommes penchés beaucoup plus sur le gouverneur parce qu'en fait c'est lui qui décide. Et pour traiter de cette question, il n'y avait pas que ça comme question, il y avait des priorités aussi. Si nous avons un nouveau gouverneur aujourd'hui, qu'est-ce qu'il doit faire en priorité pour la province du Haut-Katanga, pour la population en clair? Pour traiter de cette question, j'étais avec Monsieur Lambert Youma, il est journaliste. Monsieur Lambert Youma, nous vous disons merci. Merci Lorraine. Et aux côtés de Monsieur Lambert Youma, il y avait Alain-François Tshisoaka. Monsieur Alain-François Tshisoaka, nous vous disons merci. Merci Lorraine. Messieurs et dames, vous qui nous avez suivis, nous vous disons également merci. Vous nous avez suivis à la radio, vous nous avez suivis à la télévision, mais également sur notre page YouTube. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci de maintenir votre fidélité à Shalom Radio et Télévision. Au revoir.